Vous m'entendez là? C'est parti. Donc, Rien n'a pensez aussi marché. à vous renommer dans la petite fenêtre Zoom avec votre nom, votre prénom et votre structure. Ça nous permettra de vous identifier plus facilement dans les échanges. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le fil de discussion. On se chargera de le relayer aux intervenants sur les temps qui sont dédiés. Et bien sûr, tous les supports qui vous seront présentés vous seront accessibles à l'issue du webinaire. Jérémy, en fin de session, vous représentera les liens d'accès pour retrouver les replays et les supports. Monsieur Maz, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous nous entendez? Je me permets de couper le son. Euh, alors, le programme de la matinée, j'ai l'impression que vous n'avez pas le partage d'écran. Si ça fonctionne. Si ça fonctionne, ok. Ouais, je pense. Alors, le programme de la matinée, on va débuter avec un petit quiz très rapide, 3 questions. L'idée, c'est qu'on plonge tous ensemble en douceur dans le sujet du jour, donc la concertation. Ensuite, on donnera la parole à Monsieur Fagot, qui est maire de la commune d'Andilly-les-Marais, qui nous présentera son projet éolien citoyen. Voilà, jusqu'à 11 heures. Et ensuite, on basculera sur un petit temps un peu plus théorique autour de la concertation pour parler de voilà, quelles sont les différentes étapes à mener autour d'un projet de VNR et surtout quelle est la boîte à outils qui est à disposition des communes, de vous élus. Qui est à mobiliser dans le cadre de cette concertation. Et enfin, on donnera la parole à Colin Hérault de Sirena pour vous parler aussi des acteurs qui sont à vos côtés sur les territoires pour vous accompagner sur ces projets. Voilà, et le mot de conclusion par Jérémy à la fin du webinaire. Si c'est bon pour vous, eh ben, je vous propose de commencer tout de suite avec cette petite session de quiz. Alors pour ceux qui nous connaissent et qui ont l'habitude, vous allez voir apparaître sur votre fenêtre un petit pop-up avec la possibilité de cocher la bonne réponse. Normalement, c'est automatique. Et donc sans plus attendre, on lance la première question. Armel, je te laisse la main. Oui, la première question, c'est pour vérifier si vos connaissances, est-ce que c'est obligatoire de mener une concertation publique pour tous les projets d'énergie renouvelable? On vous laisse répondre, vous avez la pop-up sur votre écran. Alors, j'ai Vous l'impression que êtes ça déjà... marche. Ouais. Oui, ça a l'air de marcher et les réponses sont variées, puisque environ la moitié d'entre vous a l'air de dire que oui, tandis que l'autre moitié, un peu moins, a l'air de dire que non. Eh ben, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. On vous donne la bonne réponse. Sachez que la réponse est non. Et le piège était dans le mot tous les projets d'énergie renouvelable, puisqu'en effet, l'obligation de mener une concertation, une procédure de concertation autour d'un projet d'énergie renouvelable, elle va dépendre de plusieurs facteurs. Elle va dépendre en premier lieu de la localisation de votre projet, notamment les projets qui sont menés dans les ZAENR, les zones d'accélération, peuvent être exemptés de concertation, puisque la ZAENR a déjà fait l'objet d'un projet concerté. L'obligation, elle dépend aussi de la puissance installée. C'est une obligation qui va s'appliquer sur certains projets qui vont dépasser un certain seuil de puissance et fonction aussi du type d'énergie renouvelable qu'on met en place. Donc tout ça est très détaillé dans le Code de l'environnement. Mais pour vous donner quelques exemples, ça concerne surtout les projets d'éolien en mer. Ceux-là, ils sont obligatoirement soumis à de la concertation. Les projets solaires photovoltaïques d'une puissance supérieure à 1 MW crête. Donc ça concerne vraiment les gros projets. De même pour les projets hydroélectriques, je crois que c'est au-dessus d'une puissance de 4,5 MW crête. Donc les projets plutôt conséquents. L'obligation, elle s'adresse aussi aux projets qui font l'objet d'une évaluation environnementale. Tout ce qui est projet, plan, programme soumis à des évaluations environnementales. Donc ça, c'est souvent pour des projets, par exemple, photovoltaïques au sol, qui font Oui, l'objet j'écoute. Oui. de cette étude environnementale. Euh, Et enfin, c'est aussi sur décision de l'autorité compétente, c'est-à-dire que si vous, en tant que collectivité, vous décidez qu'il doit y avoir une concertation autour d'un projet que vous montez, eh ben, il peut y avoir concertation. Voilà dans les grandes lignes. Je passe à la question suivante. Armel. Et la question suivante, vous la voyez sur votre écran. Pour les projets concernés, quelle est la durée d'une concertation publique préalable selon le Code de l'environnement? Quelle est la durée minimum, la durée maximum? C'est encadré. On vous laisse répondre progressivement.
Exactement. Donc là, ça s'adresse justement aux projets qu'on vient de décrire, hein, les projets qui sont soumis à cette concertation publique préalable obligatoire. D'après vous, combien de temps faut-il? Alors, j'ai plus les résultats sous les yeux. Armelle, je te laisse nous dire si c'est bon. Oui. Cette fois-ci, vous hésitez entre la première et la dernière réponse, avec une légère majorité pour la première réponse, entre 15 jours et 3 mois. Eh bien, ça veut dire que vous êtes très très fort, ou la question était très facile, sûrement les deux. En tout cas, c'est bien ça. Donc la concertation, elle doit se dérouler dans un délai entre 15 jours minimum et 3 mois maximum. Alors, elle doit respecter cette concertation préalable 5 grands principes. Le premier, c'est qu'elle doit être organisée sous l'égide d'un garant qui va être nommé par la CNDP, la Commission nationale du débat public, qu'il est Le truc obligatoire pour faire complément. Ouais. de diffuser un avis 15 jours avant le début de la concertation pour avertir qu'on va mener cette enquête publique. Donc la durée, on l'a dit, minimum 15 jours, maximum 3 mois. Les personnes doivent pouvoir adresser leurs observations à la fois par voie électronique et par voie postale. C'est-à-dire qu'il doit y avoir aussi possibilité de consulter tous les dossiers et les pièces d'un dossier, à la fois de manière papier, donc c'est souvent en secrétariat de mairie, et aussi par voie numérique sur les sites internet. À l'issue de cette enquête publique, un bilan doit être produit dans un délai d'un mois qui récapitule l'ensemble des remarques. Et enfin, le maître d'ouvrage doit s'engager dans un délai de 2 mois à publier des mesures qui tiennent compte des observations sont issues de la concertation. Voilà, ça c'est pour les grands principes. Et enfin, une dernière question un petit peu plus spécifique. Je te laisse la main, Armelle. D'après vous, quelle est la part des projets éoliens terrestres en France qui font face à des recours juridiques? Pourquoi est-ce qu'on fait de la concertation? C'est pour éviter ces recours juridiques. Mais à quel point est-ce que c'est un sujet, et spécifiquement sur l'éolien terrestre? Vous êtes une majorité à dire 70%, certains à dire 90%, et moins à dire 50 et 30%. Et vous avez raison. Et vous avez raison, en majorité, vous avez dit 70%, et c'est bien ça. 70% environ en France, hein, des projets éoliens terrestres qui font l'objet d'un recours en justice. Et souvent, c'est seulement 1 ou 2 projets sur 10 qui sont vraiment finalement annulés par la justice. Alors, le problème de ces recours, c'est surtout qu'ils allongent les délais de réalisation de plusieurs années d'un projet. Et si on compare, nous, Français, à nos voisins allemands, par exemple, un projet éolien, il met en moyenne 7 à 9 ans pour se développer chez nous, quand il met seulement 3 à 4 ans en Allemagne. Donc voilà, ces chiffres-là viennent nous conforter dans l'idée de mener de la concertation pour essayer de faciliter l'acceptabilité de ces projets. Et sans transition, je vais donner la parole tout de suite donc à Monsieur Fagot d'Andy-les-Marais pour justement nous parler de son fameux projet éolien et nous dire si celui-ci a fait l'objet ou pas de recours juridiques. Voilà, Monsieur Fagot, la parole est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Merci de cette belle transition en fait entre, sur les périodes de recours et d'instruction d'un parc éolien. Alors pour vous dire juste que le projet d'Andilly-les-Marais a été instruit en fait, entre la période de démarrage du projet, le lancement, la validation du choix du développeur jusqu'à, je vais dire, les premiers tours de pale des machines, ça a mis 6 ans. C'est plutôt un bon record en France, 6 ans sans recours. Alors pourquoi ça a été aussi rapide et que on n'a pas eu de recours? C'est simplement que la collectivité, dès le départ du projet, a décidé de prendre la main et pas de se la faire, entre guillemets, un peu guider par un développeur. Ça vient en fait de l'historique du projet, c'est-à-dire que au départ, quand nous avons été élus avec l'équipe municipale, on a été très rapidement sollicité par des développeurs éoliens et puis à ce moment-là, on était nouvellement élus et c'était pas la priorité du début du mandat. On avait d'autres projets sous le coude
Et donc, on a un peu repoussé tous les développeurs. Et puis, très rapidement, on s'est aperçu que certains développeurs commençaient à signer des promesses de baux avec des propriétaires terriens. Et là, on s'est dit qu'on était en train de perdre la main sur notre territoire et qu'il était indispensable qu'on se réapproprie ce sujet, se réapproprier notamment les énergies renouvelables. On était totalement néophytes, donc on a décidé à ce moment-là, en reprenant la main, de lancer un appel à manifestation d'intérêt et avec un volet citoyen très important. Donc, on a reçu 6 développeurs en mairie suite au cahier des charges que l'on avait communiqué à plusieurs développeurs. Et on les a tous passés en entretien en mairie et on a choisi un développeur qui était le plus sensible en fait au volet citoyen que l'on souhaitait développer sur ce parc. On a été très rapidement accompagné d'une association qui s'appelle À nous l'énergie renouvelable et solidaire 17, qui sont des gens qui ont une certaine expertise de ce type de projet, de cette valorisation citoyenne dans les projets d'énergie renouvelable, puisqu'ils avaient déjà constitué d'autres projets sur d'autres territoires. Et à ce moment-là, on est monté un peu en compétence pour pouvoir, j'allais dire, pas rivaliser, mais avoir un échange en tout cas plus construit avec le développeur pour pouvoir imposer, j'allais dire, presque notre rythme. Dès lors, alors nous, dès le choix, en tout cas, de se dire qu'on irait sur un parc éolien sur la commune et après de lancer un appel à manifestation d'intérêt, on a communiqué dès le départ à la population le souhait de la collectivité. Je pense que la communication, c'est l'élément de base, c'est la chose la plus importante, c'est d'être transparent avec la population et de ne pas cacher les choses. Donc, on a communiqué évidemment sur la collectivité. Après, on a décidé que c'était plus globalement c'est pas simplement un projet communal, mais vraiment un projet de territoire. Et la communauté de communes a rejoint en fait la collectivité et l'association l'énergie renouvelable solidaire 17 pour essayer aussi de monter en compétence, d'être un interlocuteur aussi plus fort face aux développeurs et essayer parfois de tordre un peu le bras aux développeurs pour aller vraiment dans le sens que l'on souhaitait. Alors, je dois dire que le choix que l'on avait fait, qui était celui de Valorem, certes, au départ, ils n'avaient peut-être pas forcément cette vision de ce qu'on souhaitait au final, mais ils ont quand même été très à l'écoute et les négociations se sont plutôt bien passées pendant tout le travail, j'allais dire, de développement du parc. Ensuite, via les différents interlocuteurs, on a fait rentrer aussi Terra Énergie, qui est le fonds d'investissement de la région de Nouvelle-Aquitaine, qui nous a aussi apporté une certaine expertise dans le développement d'un tel projet. Donc, un développeur, plusieurs collectivités ou associations qui sont vraiment sur le renouvelable, avec derrière aussi l'aide d'expertise du réseau Sirena, d'autres réseaux qui sont venus aussi nous épauler par rapport aux connaissances qu'ils pouvaient avoir de ce type de montage de projet citoyen, a fait que, évidemment, la collectivité a pu vraiment être un interlocuteur. On va dire il y a eu vraiment un collectif qui s'est construit avec tous la même idée, c'est d'aller vraiment sur le développement d'un parc citoyen. Donc, pendant tout le projet, on a fait différentes réunions. Alors, on appelait ça, nous, des ateliers habitants. C'est-à-dire qu'on invitait les habitants à venir réfléchir au parc qu'ils voulaient voir sur leur collectivité. Donc, c'était plutôt participatif. C'était définir le nombre d'éoliennes par rapport à la zone d'implantation préférentielle. Voilà, il y a eu tout un travail de fait. Il y a eu un travail également de fait sur la zone d'implantation préférentielle, et notamment avec les propriétaires exploitants agricoles de cette zone d'implantation préférentielle, puisque on a fait une mutualisation du foncier. Et c'est pas simplement les propriétaires exploitants
où demain il y aurait eu les machines qui allaient toucher, j'allais dire, l'argent, mais la répartition s'est faite sur toute la zone. La répartition financière s'est faite toute la zone, ce qui a aussi permis une adhésion collective plus importante. Voilà. Une période d'instruction aussi anticipée dès le départ, hein, c'est-à-dire que dès le départ du projet, on est allé voir les services de l'État. On leur a dit, ben voilà, on est en train de monter un projet citoyen. Voilà la zone d'implantation préférentielle. On ne connaît pas encore le nombre de machines, voilà, mais voilà ce qui se fait, comment on le fait. Et ça a permis aussi de faciliter toute la période d'instruction du projet. Voilà, c'est vraiment un travail collectif. Alors, on a fait aussi, et on continue de le faire, ce qu'on appelle un comité de suivi. Alors, le comité de suivi, il a eu lieu très régulièrement pendant toute la phase de développement du projet, où étaient invités les différents partenaires, hein, que ce soit les collectivités voisines, les services de l'État. On avait les associations type la LPO, Défense de l'environnement, etc., qui étaient invités au comité de suivi. Voilà, c'était vraiment des réunions où on présentait chaque étape de où on en était dans les études environnementales, dans les études sonores, etc. Voilà. On a essayé d'être transparent pendant tout ce processus. Et alors que les machines tournent maintenant depuis pratiquement 10 mois, on continue ce comité de suivi en invitant la population. La population est invitée aux différentes réunions de comité de suivi pour qu'on leur explique, ben voilà, le parc, au moment, il tourne, il produit telle puissance, voilà où on en est. On a encore fait des études très dernièrement sur les études sonores hein, du parc pour voir un an après, dans son fonctionnement, les répercussions que ça peut avoir sur le territoire. Voilà, on continue cette transparence qui est vraiment bénéfique sur tout le projet. Vous pouvez peut-être passer la slide suivante, s'il vous plaît. Et puis, ce qui est important de dire, c'est que dans ce travail de négociation qu'on a eu avec les différents interlocuteurs, c'est que d'un côté, PEAM, donc, qui est le parc d'Andilly-les-Marais, hein, la société appartient pour 51% en termes de part à Valorem. La coopérative, donc, qui s'appelle la COPEC, hein, c'est-à-dire que les 3 parts du territoire, c'est-à-dire les 3 parts de la commune, de la communauté de communes et de l'association À nous l'énergie, ces parts ont été redonnées, en fait, ont été données par convention à une coopérative citoyenne. Donc, c'est une société citoyenne qui s'appelle la COPEC et qui représente donc 31% en fait des parts dans la société. Les 18 autres pourcents sont celles de Terra Énergie, le fonds d'investissement de la région Nouvelle-Aquitaine. Mais par contre, ce qui est important de dire, c'est que dans la gouvernance, hein, dans la direction, la gestion du parc, la majorité appartient à la société citoyenne, donc c'est 3 voix sur 5. Et donc, toutes les décisions sont faites à la majorité. Donc, la majorité est pour le territoire. Et ça, c'est quelque chose qu'on a toujours voulu dès le début, c'est garder la main sur ce projet. Alors, évidemment que ça a fait le jeu de négociation hein, avec le développeur, mais là encore, je pense que le développeur y a trouvé aussi son intérêt. Alors, je pense que le rayonnement en termes de communication de ce projet au niveau national est une retombée très bénéfique pour l'entreprise Valorem, hein, mais est aussi un modèle dont ils se servent maintenant et un modèle dont j'espère qu'il pourra bénéficier à d'autres collectivités. Voilà, c'est effectivement un projet un peu unique, mené tambour battant pendant ces 6 années. Le projet, pour vous dire, est en fonction, on peut peut-être avancer sur les slides suivants, pour donner un peu la définition aussi un petit peu du projet. Voilà, c'est un financement citoyen avec des comptes courants d'associés qui sont proposés aussi aux sociétaires sur différentes durées, hein, 6, 12 ou 20 ans. Voilà.
La prime à la participation citoyenne de la région de Nouvelle-Aquitaine est de 1 euro pour chaque euro investi par les citoyens. C'est aussi quelque chose qui a vraiment bénéficié, j'allais dire, aux citoyens qui ont voulu s'investir dans cette société citoyenne. Puis après, ce qu'il faut dire, c'est que la prime de développement qu'a touché les trois partenaires, hein, la commune, la communauté de communes et puis l'association, a été redirigée a été donc transférée à la COPEC, à la coopérative, et la COPEC va rediriger donc cette prime de développement à hauteur de 65 000 euros par an pendant 25 ans. Et ces 65 000 euros par an vont servir notamment à l'amélioration des passoires thermiques pour certaines maisons, de diagnostic énergétique. Là, la COPEC a décidé sur la première année sur l'aide à l'équipement de vélos électriques à hauteur de 500 euros pour les habitants du territoire. Voilà, ce sont vraiment des actions qui sont aussi menées directement sur le territoire, qui sont des actions vraiment bénéfiques. L'association, pour vous présenter un peu ce projet, alors c'est vrai qu'il n'a pas connu de recours. Pourtant, c'est les éoliennes les plus hautes de France, hein, elles font 200 mètres en bout de pale. Elles font chacune 5,6 mégawatts. Voilà, ce sont vraiment des belles machines. Alors, si vous avez les photos suivantes, ce qui est assez impressionnant, alors ça j'en ai déjà un petit peu parlé, ouais. Voilà, donc le montant total du budget, c'est là vous êtes un peu vite, donc bon, c'est pas grave. Voilà, très bien. Le montant total du budget, donc c'est presque 34 millions d'euros, hein, un emprunt bancaire de 30 millions, des apports en fonds propres pour quasiment 4 millions, dont 1,2 million pour la coopérative. Voilà, donc les trois éoliennes, c'est des machines de chez Vestas qui font chacune 5,6, ce qui fait qu'on a un parc de 16,8 mégawatts. Et puis, des pales qui font 80 mètres de longueur. Alors, c'est vrai que sur la plupart des autres parcs que vous rencontrez en France, les pales font généralement entre 40 et 50 mètres. Là, c'est 80 mètres de long. Assez impressionnant à voir, évidemment, lors du convoyage, hein, parce que, évidemment, des gabarits comme ça sur les routes, ben, on n'en voit pas souvent. Vous dire que lors du montage des machines, et notamment du transfert des pales, il y avait sur tous les ronds-points, alors ça s'est passé l'hiver, ça s'est passé généralement le convoyage se faisait de nuit entre 23h et minuit, et ça venait donc du port de La Rochelle, hein, du port du grand port de La Rochelle, et donc ce convoyage à tous les ronds-points, vous aviez une centaine d'habitants de la commune qui étaient là sous la pluie à applaudir en fait le convoyage des machines. Les chauffeurs des différents véhicules nous disaient que c'était la première fois qu'ils voyaient ça. D'habitude, ils ont plutôt l'habitude de prendre des pierres que de se faire applaudir. Donc, c'était assez étonnant, mais c'était assez étonnant de voir des machines pareilles, parce que pour les habitants du territoire, c'est une vraie fierté. Voilà. Et c'est ce serait presque un peu mon mot de fin. Alors, évidemment, c'est un raccourci. C'est une présentation rapide à pas de charge, mais en tout cas, c'est pour nous une belle fierté de voir ces trois machines qui appartiennent en partie aux habitants du territoire, qui vont s'inscrire dans la durée, et dont l'inauguration du parc qui aura lieu le 17 mai prochain sera vécue comme une réelle fête de village. Voilà. Donc voilà, il y a tout un travail qui est mené avec un spectacle autour des éoliennes, un bal populaire au pied d'une des machines. Voilà, c'est effectivement essayer de se réapproprier ce type de projets qui sont souvent des fois décriés un peu à tort. Alors certes, des oppositions, il y en a toujours un peu.
Nous, on en a connu une petite minorité, hein, ils étaient à peu près 25-30 personnes, alors sur une population de 2500 habitants. C'est pas très représentatif, mais ils ont été entendus. Ils avaient droit de parole aussi dans nos comités de suivi, voilà. Et puis au moment de l'instruction du parc, l'association s'est retirée, n'a pas souhaité mettre de recours sur ce projet-là. On est un territoire en Charente-Maritime où les éoliennes sont pas forcément les bienvenues, surtout qu'on est relativement proche de la ville de La Rochelle. Et le département de la Charente-Maritime, notamment sur tout ce qui est la côte, est peu favorable en fait à l'implantation d'éoliennes. Et c'est le seul parc en fait où le département de la Charente-Maritime a émis un avis favorable. Voilà. Donc on en est assez fiers, on est assez content aussi qu'il y ait pu y avoir un regard un peu différent sur ce projet-là. Voilà. Et là, je suis prêt évidemment à répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, Monsieur Fagot. Vous recevez des petits émoticônes d'applaudissements pour ce projet assez exemplaire et vraiment inspirant. Vous avez été très complet sur la présentation. Peut-être une question de Monsieur Jean-Marie Maire. Est-ce qu'il est prévu un contrat de maintenance en fin de vie des éoliennes? Est-ce que vous avez d'ores et déjà pensé à la fin de vie du parc? Alors là, le parc a déjà un contrat de maintenance sur toute sa durée, donc c'est Valeria qui s'occupe de cette maintenance-là. Dans 25 ans, je ne saurais, dans 25 ans, je ne sais pas déjà ce qui se passera dans 25 ans. Certainement que les machines auront évolué, en fait, le type de machine. Quand vous voyez que ces machines, il y a un parc voisin qui a été fait il y a à quelques kilomètres d'ici, qui a à peu près 10 ans, les machines font 2,4 mégawatts. Vous voyez, là, on implante maintenant, à 10 ans après, des machines qui font 5,6. Dans 25 ans, on sera peut-être sur des machines qui produiront peut-être 2 fois, 3 fois cette puissance électrique. Et il y aura forcément la possibilité de renouveler ce type de machine, l'échanger et de mettre autre chose. Évidemment, ça sera des discussions qui devront se faire sur le territoire avec les élus, la population qui sera à ce moment-là présente. Je ne peux pas, j'allais dire, commencer à parler à la place des autres parce que c'est jamais ce qu'on a voulu faire. Hein. C'est vraiment un projet participatif et je souhaite, enfin j'espère en tout cas que dans 25 ans, quand les questions se poseront, ils auront la même démarche constructive, participative sur le renouvellement ou pas de ce parc éolien. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Et Jérémy, on te laisse la parole. Oui, moi j'avais une question plus sur la partie concertation. Est-ce que vous vous êtes aperçu qu'il y avait un besoin d'informer et de mettre l'ensemble des participants concertés au même niveau de connaissance? Est-ce qu'il y avait peut-être des lacunes aussi à traiter? Je sais que nous, par exemple, en Dordogne, on a énormément d'a priori sur l'énergie éolienne, avec des biais de connaissances qui font qu'on a besoin justement de diffuser les bonnes informations. Alors, il y a eu plusieurs leviers. Il y a eu déjà le levier de la part des élus, hein, de nous-mêmes. Hein. Je veux dire, moi, j'étais totalement néophyte, j'avais aucun avis sur l'éolien. Je connaissais absolument rien à la construction d'un projet de développement parce que là on est vraiment dans le milieu j'allais dire de l'industrie, du commerce, avec des règles établies vraiment particulières. Donc on s'est fait aussi aider, hein, alors accompagné par des gens qui ont déjà une certaine appétence pour ça, hein, Sirena, typiquement l'association À nous l'énergie renouvelable et solidaire des 7 et bien d'autres. Mais on s'est fait aussi épauler en tant que collectivité par un bureau d'avocats spécialisé parisien qui ne travaille que sur l'éolien. On avait besoin aussi de ce support, j'allais dire juridique, pour être sûr qu'on ne fasse pas de bêtises. Ensuite, sur la diffusion des informations purement techniques, et ça aussi, ça a été une volonté dès le départ, on a créé en fait un site internet très rapidement et toutes les études environnementales et tout ça ont été mis alors que typiquement le développeur n'était pas favorable à ce qu'on le fasse, mais on a voulu cette transparence et on a mis à disposition de tous
les études environnementales et les études techniques qui avaient été faites. Voilà. Donc, elles étaient libres, tout le monde peut les consulter. On a un parc, on a un site qui s'appelle le parc d'Andilly-les-Marais. Et vous avez sur ce site la possibilité de consulter toutes les études et tous les rapports qui ont été faits. Voilà. Ça aussi, c'est important. Je pense que la transparence, c'est quelque chose qui permet de déminer souvent les problèmes. Complètement. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse très complets. Vous deviez nous quitter à 11 heures. On a légèrement dépassé le Ouais, timing. ne vous inquiétez pas, j'ai 5 minutes, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Ok. Si vous avez d'autres questions, il n'y a pas de souci. Et ben, si vous avez d'autres questions, participants, participantes, c'est maintenant dans le fil de discussion. Sinon, on vous libérera. En tout cas, vous avez introduit voilà, pas mal d'éléments sur lesquels on va revenir là un petit peu plus en détail sur toutes les bonnes pratiques de la concertation. Vous en avez évoqué beaucoup dans les ateliers habitants, les comités de suivi, la formation des élus, etc. Donc voilà, que de bonnes pratiques qu'on partage et qu'on va détailler. Écoutez, il n'y a pas d'autres questions, donc on va peut-être vous libérer et vous remercier de nouveau Très pour bien. ce super témoignage. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci à Au vous, Monsieur plaisir. Fagot. Merci, au revoir. À très bientôt. Et donc, bah, ça nous permet de passer à la suite et de faire la transition. Donc là, l'idée, c'était de revenir un petit peu sur finalement quelles sont ces grandes étapes de la concertation. Euh, et peut-être pour commencer aussi par un petit préalable, en fait, pourquoi on a finalement besoin de mener cette concertation et de démystifier un petit peu les projets d'énergie renouvelable, et ben parce que ce sont des projets qui sont caractérisés par ce qu'on appelle leurs interdépendances. Alors tout ça est un peu théorique, je vais essayer d'entrer dans le détail. Un enjeu interdépendant, en fait, il se caractérise par plusieurs choses. Tout d'abord, on a souvent une pluralité de parties prenantes qui vont être impliquées. C'est complètement le cas des projets d'énergie renouvelable parce qu'on a dans le système les développeurs, les porteurs de projets, les propriétaires fonciers, les habitants, la commune, etc. Ensuite, dans ces projets, on a souvent une interconnexion avec d'autres enjeux, notamment l'enjeu écologique, souvent, l'enjeu social, l'enjeu économique, en plus de cette dimension écologique et énergétique. On l'a dit à l'instant, Jérémy l'a dit, les énergies renouvelables sont aussi, font face à de multiples controverses, incertitudes et idées reçues. Ce sont des sujets techniques qui ont voilà, parfois la vie un peu dure. Pour ceux qui ont suivi l'ensemble des webinaires, on avait fait un premier webinaire qui avait justement vocation à désacraliser un petit peu, à déconstruire les idées reçues sur l'ensemble de ces filières. Donc voilà, un sujet un peu technique. Et enfin, le caractère transterritorial des projets d'énergie renouvelable. C'est-à-dire que assez rarement, on va produire et consommer au même endroit. Donc en fait, ce sont des projets qui sont voilà, souvent trans et interterritoriales. Tout ça pour dire que donc le développement des énergies renouvelables s'inscrit dans cette caractérisation de projets interdépendants. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire un peu plus concrètement? Eh bien, ça veut dire que face à ces interdépendances, on peut faire face à des problèmes, à des contestations qui sont moins facilement identifiables. Vu qu'on l'a dit, il y a plein d'acteurs, il y a plein de territoires, plusieurs parties prenantes, etc. Parfois, on peine à voir d'où viennent les contestations, les oppositions. Ensuite, les solutions, elles sont un peu plus difficilement généralisables parce que c'est souvent un projet, un territoire avec son écosystème très particulier. Et donc, voilà, le projet présenté par exemple par Andy les Marais ne sera pas complètement réplicable sur la Dordogne. Enfin, elles impliquent aussi de consacrer de l'énergie pour les construire, ces solutions. Alors, de l'énergie, c'est peut-être pas le bon terme, mais plutôt du temps. C'est-à-dire, là aussi, comme l'a dit Monsieur Fagot, en fait, il y a toute une phase amont qui nécessite de l'acculturation, de la communication, etc. On va y revenir pour vraiment favoriser l'acceptabilité du projet. Et enfin, la difficulté face à ces projets, c'est souvent l'action de gouverner qui est rendue un peu plus difficile. Il arrive que les élus soient pris à partie en premier dans un projet, à l'annonce d'un projet d'énergie renouvelable. Et voilà, et parfois on se heurte aussi à des experts, à des développeurs qui vont être peu disponibles ou peu coopératifs, et donc le sentiment d'être un petit peu seul face à tout ça, et de craindre aussi pour l'image aussi de l'équipe en place. Voilà, donc il est nécessaire à ce stade de reconnaître que les projets d'énergie renouvelable sont des cas particuliers et n'impliquent pas de réponse automatique. Voilà, alors
Face à ce constat, quelles sont un petit peu les bonnes pratiques à mettre en place? Eh ben, premièrement, donc on vient de le dire, c'est reconnaître la complexité de ces projets. Donc la première étape, c'est de comprendre un petit peu sur son territoire quels sont les acteurs en place, quels sont leurs positionnements, leurs intentions par rapport au développement de ces projets. Ensuite, il y a l'idée de pouvoir être en capacité de hiérarchiser et d'arbitrer. C'est-à-dire que dans un tel projet, souvent, il y a peu de solutions qui sont complètement gagnant-gagnant. Ça va impliquer de faire des arbitrages, des compromis entre les riverains, etc. Et donc voilà, d'arbitrer ces échanges. Ensuite, la possibilité de mobiliser des études et de solliciter aussi des données qui soient claires, transparentes, chiffrées, etc., pour aider l'ensemble des parties prenantes à construire cette vision partagée du futur énergétique du territoire. C'est un petit peu aussi l'objectif du schéma directeur des énergies, hein, dans lequel s'inscrit ce webinaire, c'est l'idée de construire une feuille de route énergétique pour le territoire et de vous aider, vous, en tant qu'élu, aussi à porter, à être ambassadeur de cette démarche à votre échelle. Enfin, l'idée d'organiser des instances de pilotage dédiées. Donc, c'était l'exemple du comité de suivi proposé par Monsieur Fagot, qui insiste voilà, sur l'importance de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs concernés. Et enfin, cette idée d'animer le débat public. Animer le débat public, c'est vraiment ce qu'on entend par ce terme, ce mot un peu valise de concertation. Mais l'idée, c'est vraiment de permettre à tout le monde de participer à l'élaboration d'un projet qui pourra avoir des conséquences sur l'environnement de vie des personnes. Voilà, on a essayé de schématiser un petit peu ici les grandes étapes clés de la concertation. Alors vous le voyez, on est dans une approche circulaire parce que en fait la concertation, c'est pas quelque chose de linéaire, c'est-à-dire que les étapes, elles sont souvent parallèles et on peut y revenir. C'est-à-dire qu'on va communiquer en amont, on va communiquer pendant, on va communiquer à la fin. Et surtout, c'est itératif, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure où on avance dans le projet, on va souvent démêler des nœuds, etc. et construire le projet au fur et à mesure. Donc, de manière très schématique, la première étape, ce serait celle d'informer et de communiquer sur les projets à venir et en cours. Ça, c'est complètement primordial, l'information claire, transparente et surtout accessible. On n'oublie pas on l'a dit à l'instant, qu'on est sur des sujets un peu techniques. Donc, il y a vraiment cet impératif de s'adresser aussi à un public non expert et à vulgariser tous ces éléments de langage. La deuxième chose, deuxième étape, c'est de consulter et sonder les opinions. Une fois qu'on a informé sur les intentions de projet, on va aller vers les habitants, les riverains, les parties prenantes et essayer de savoir quels sont leurs niveaux d'acceptabilité face au projet. Troisième étape, on va impliquer et mobiliser les acteurs. C'est-à-dire qu'on aura à ce stade une vision normalement d'ensemble sur l'écosystème d'acteurs et on sera en mesure de savoir qui on doit mettre autour de la table dans ces comités de suivi et les personnes qui sont finalement déjà convaincues et qu'on n'a pas besoin d'emmener avec nous plus loin. Quatrième étape, favoriser le dialogue territorial. Là aussi, c'est ce qu'a dit Monsieur Fagot, hein, c'est l'idée d'avoir toujours un fil rouge de communication et des temps forts, des temps de convivialité, de visite, etc. pour voilà, engager une dynamique autour des projets. Cinquième étape, créer un cadre d'échange pérenne. Là, c'est-à-dire que la communauté de communes peut créer des outils qui sont un petit peu figés, inscrits dans le marbre avec des grandes directives sur les projets. On va revenir juste après, hein, c'est l'idée de création de chartes, etc. Et enfin, la dernière étape, donc elle est d'une autre couleur parce que normalement, cette étape, elle est facultative dans le sens où si on a plus ou moins réussi à mener toutes les étapes précédentes, celle-ci, elle n'arrive pas. C'est l'étape du conflit, de la confrontation. C'est-à-dire qu'on peut malgré tout ne pas réussir à mettre d'accord les forces opposées, les oppositions, et donc se retrouver dans une posture de médiation et de conciliation de ces avis divergents. Voilà, on va entrer un petit peu plus dans le détail de toutes ces étapes en vous démontrant à chaque fois quels sont les outils à votre disposition et surtout en vous donnant des petits retours d'expérience et des exemples. Avant ça, juste une chose, on a tendance parfois à caricaturer un petit peu quand on parle de projets et d'ENR et de concertation en disant il y a ceux qui sont pour et il y a ceux qui sont contre. Attention, cette dualité, elle peut être un petit peu dangereuse aussi d'opposer les pour et les contre parce qu'en fait, finalement, il y a tout un panel, un degré d'acceptation. Et surtout, ce qui est important, c'est de d'identifier, les profils des personnes qui gravitent autour de ce projet et d'identifier leur comportement, plus que de savoir s'ils sont pour ou contre. Et donc, pour ça, il y a différents indicateurs de l'acceptabilité qui peuvent vous aider à mesurer
l'adhésion au projet. Donc, c'est savoir si les acteurs vous font confiance et à qui ils font confiance. D'être neutre et indépendant, et notamment si vous vous faites accompagner par des acteurs, des animateurs de cette concertation, des acteurs au niveau local, de s'assurer que voilà, ils portent un message de neutralité aussi. De mesurer les bénéfices et les retombées pour le territoire, la légitimité des promoteurs, le crédit accordé aux informations données, et enfin qu'on s'assure qu'on respecte bien un cadre légal. Voilà, ça c'est des petits éléments qui doivent vous aider aussi à mesurer où est-ce que vous en êtes dans votre projet. Et dernière chose, avant de passer à la boîte à outils, il est important pour vous, en tant que collectivité, que commune, communauté de communes, élus, de savoir où est-ce que vous vous positionnez par rapport au développement de ce projet d'énergie renouvelable. Alors, il y a plusieurs échelles, on peut dire, dans cette implication. La première, c'est se positionner en tant que spectateur, c'est-à-dire que la collectivité, elle est là, elle est présente et elle observe le développement des énergies renouvelables sur son territoire à travers des projets privés. Le deuxième niveau d'implication, c'est celui qu'on appelle de facilitateur. C'est-à-dire que la collectivité, elle va proposer d'animer le réseau d'acteurs de son territoire, de créer du lien, de créer des instances d'échange, d'agir en faisant évoluer par exemple les documents d'urbanisme, de réaliser des études de faisabilité, de créer des outils, etc., de soutenir les projets citoyens. Là, on commence à avoir une collectivité qui est plus active dans le projet. Troisième étape, eh ben, c'est justement être actrice du projet. Donc, c'est-à-dire que là, la collectivité, elle peut, comme on dit les marais, initier des projets collectifs avec des citoyens, avec des fonds d'investissement, avec des associations, etc. Et commencer à constituer un portefeuille de projets privés. Et enfin, le dernier échelon, si on peut dire, dans l'implication, c'est une collectivité qui est productrice, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle a fait tout ça, elle décide elle-même de porter ses propres projets d'ENR et d'investir en propre dans ces projets-là. Voilà, donc l'idée, c'est de savoir aussi, vous, où est-ce que vous vous situez, quelles sont vos attentions, et de savoir quelles sont les étapes suivantes pour voilà, mener cette concertation, développer ces projets. On vous propose donc de passer tout de suite à la boîte à outils de la concertation. Donc, on va détailler rapidement les 6 étapes et vous dire ce qu'il est possible de mettre en place. Alors, la première chose, on l'a dit tout à l'heure, la première étape, c'est d'informer et de communiquer sur les projets à venir et en cours. Alors, informer qui? C'est la première question. On a identifié, nous, 2 grandes catégories, les cibles prioritaires et les cibles secondaires. Les cibles prioritaires, ça va être vous, élus. Donc, premièrement, c'est à vous de vous informer sur les projets, hein, Monsieur Fagot l'a dit, les élus communaux, intercommunaux, parce que voilà, votre soutien ou votre opposition va aussi influencer la crédibilité des projets. Ensuite, on va chercher à informer et communiquer auprès des collectifs citoyens, des associations. Et attention, parce que parfois sur les territoires, il y a aussi des... Alors attention, il y a des antennes en fait d'associations nationales qui ont cette capacité de mobiliser l'opinion publique au niveau local et national et qui ont surtout l'expérience de ce type de projet et de procédure. Donc ils peuvent arriver sur vos territoires en vous disant, attendez, sur le territoire voisin, il s'est passé ça. Et donc il y a ce jeu de comparaison. Et enfin, informer bien sûr les riverains et les usagers du site qui vont être directement, eux, impactés par la modification d'affectation du site parce que leur adhésion conditionne aussi la suite du projet. Et après, dans les cibles secondaires, on a tout ce qui est service de l'État. Monsieur Fagot l'a très bien dit, hein, d'informer très en amont les services de l'État va permettre aussi de faciliter l'instruction des projets à terme. Le département, la région, les territoires voisins, les acteurs économiques, etc. Voilà, avant de poursuivre, et parce que je parle beaucoup, on voulait aussi vous donner la parole dans le fil de discussion et vous demander, vous, si vous avez déjà l'expérience de cette phase d'information et communication autour d'un projet d'énergie renouvelable, quels supports, quels outils, quelles méthodes avez-vous pu utiliser? Donc là, on parle bien vraiment uniquement de communication et d'information. Donc on vous laisse peut-être nous partager, alors soit en prenant la parole, soit en mettant dans le fil de discussion. euh, les outils que vous avez pu utiliser. Je vous laisse quelques secondes. Et merci, Monsieur Kemer, pour votre témoignage. On pourra prendre un temps, hein, bien sûr, d'échange à la fin de cette petite présentation pour aborder aussi vos cas particuliers. Bon, si vous n'avez pas d'idées là tout de suite dans le fil de discussion, on va poursuivre. Mais n'hésitez pas à les partager au fil de la présentation. Et peut-être que Armel, je te laisse la parole pour détailler ces premiers outils.
Oui, quand on reprend les outils qu'on peut trouver en ligne ou qui sont utilisés dans d'autres projets, très concrètement, le fait de multiplier les canaux de communication, comme a pu en parler Monsieur Fagot tout à l'heure avec le site qui était accessible à toutes et tous et assez rapidement. Donc, comme vous le voyez là, dans multiplier les canaux de communication, on parle des outils digitaux. C'est important aussi d'utiliser les outils papier parce que toutes les personnes qui habitent votre territoire n'ont pas forcément une facilité d'accès à leurs ordinateurs ou l'idée d'aller sur un site et de pouvoir communiquer pendant les événements déjà de la ville, potentiellement les marchés, les fêtes de ville, de village. Ça peut être le moment idéal pour en profiter pour parler des projets d'énergie renouvelable de la ville. Et essayer d'établir un plan de communication pour pouvoir faire en sorte et vraiment penser à simplifier l'information afin qu'elle soit accessible aux personnes expertes qui connaissent déjà les sujets d'énergie renouvelable, mais également à toutes les personnes qui n'en ont jamais entendu parler ou qui en ont entendu parler de loin et qui ne comprennent pas forcément tout de suite les études techniques. Il y a besoin de les simplifier et de les rendre accessibles. Merci Armelle. Donc voilà, dans les grands outils, hein, on pense souvent aux sites internet, aux réseaux sociaux, aux bulletins municipaux, voilà, aux coupures presse, etc. On va pas forcément détailler plus d'exemples sur ce sujet-là. Je pense que c'est maîtrisé et connu, mais si jamais vous avez besoin voilà, d'inspiration pour des sites internet très bien conçus autour de projets d'énergie renouvelable, n'hésitez pas à nous le dire et n'hésitez pas non plus à nous dire dans le fil des discussions si vous en avez créé chez vous. Deuxième étape, consulter et sonder les opinions. Donc là, de la même manière, on se pose la question de comment on va aller vers ces habitants et ces riverains pour mesurer leur degré d'acceptabilité au projet. Armelle, je te laisse la parole. Et très concrètement, pour ça, on a besoin donc, de recueillir les avis des citoyens et citoyennes sur les projets en général de NR, mais également sur le projet en particulier. Et pour ça, on peut faire des ateliers participatifs pour co-créer le projet ensemble en proposant des entretiens, aussi en groupe, en proposant oui, c'est ça, vraiment de construire ce projet ensemble. On peut diffuser des enquêtes d'opinion. Ici encore, ça peut être vraiment en amont du projet et ça peut être des enquêtes d'opinion assez générales sur l'éolien, la méthanisation, etc. ou spécifiquement sur votre projet à vous. Ça peut prendre la forme d'un questionnaire, d'un sondage, de porte à porte. C'est également une idée qui revient souvent, c'est de créer une boîte à suggestions, soit au format donc, en ligne, ça peut être une boîte mail dédiée au projet, et au format physique, qui peut être très concrètement une boîte dans laquelle on peut mettre des mots en mairie ou ailleurs. C'est important aussi dans cette même étape de définir qui va être concerné par le projet de manière directe et indirecte. Et pour ça, on peut faire une cartographie des parties prenantes. Et c'est l'occasion de trouver les personnes qui seront favorables, défavorables ou plutôt neutres, enfin, tous les positionnements dont Margot vous parlait tout à l'heure. Ce moment-là est important pour le trouver. Et c'est l'occasion également de rencontrer les personnes directement, ne pas faire uniquement des enquêtes en ligne ou à distance, mais pouvoir vraiment voir et parler du projet directement avec les riverains et les riveraines. Complètement. Et sur la droite de l'écran, on vous a mis un exemple. Alors ça, vous avez une photo d'une réunion de concertation publique, réunion publique qui s'est déroulée. Alors là, on est dans la région lyonnaise sur un site qui s'appelle Rieux-la-Pape où le développeur CVE construit un parc photovoltaïque solaire au sol. Et donc, ils ont eu l'idée de créer sur cette réunion publique ce qu'on appelle une carte de Gulliver. Donc, c'est une carte au format A0 du site avant implantation des panneaux où les participants pouvaient venir et expliquer en fait avec un jeu de petits pictogrammes où est-ce qu'ils habitaient, quels étaient les éléments paysagers notables qui existaient autour du site, ce qu'ils avaient pu voir, etc. Et de construire en fait un petit peu comme ça ensemble le projet vraiment dès la phase toute amont. Si ce projet il est assez intéressant, il communique énormément. Si ça vous intéresse, vous pouvez consulter les ressources, elles sont complètement en ligne avec une newsletter, un site internet, etc. Troisième étape, impliquer et mobiliser les acteurs et les actrices. Donc là, vraiment plutôt dans une forme de dialogue.
Et pour les impliquer, on peut les associer avec potentiellement un financement participatif. C'est quelque chose qu'on retrouve où les citoyens et citoyennes mettent des fonds également et participent vraiment au projet financièrement. On peut les associer également dans les instances de pilotage, les faire participer, comme M. Fagot en parlait tout à l'heure, aux différentes étapes et au moment aussi de prise de décision. L'importance aussi de former les élus et les services pour que vraiment, déjà dans un premier temps, eux comprennent eux-mêmes le sujet et puissent le porter après, puissent répondre aux questions qui leur viendra probablement de la part des riverains et des riveraines. C'est également l'idée d'organiser des visites du site en lui-même pendant qu'il est en projet ou avant qu'il soit en projet, mais également de sites similaires pour pouvoir visualiser un petit peu la finalité du projet qui aura lieu sur votre territoire. Et le fait de valoriser localement la production énergétique avec des boucles d'autoconsommation collective, par exemple, comme on en parlait au dernier webinaire, pour pouvoir vraiment expliquer que l'énergie produite sur le territoire aura des impacts directs pour les habitants et les habitantes du territoire. Complètement. Et de nouveau, sur la droite, on vous a mis quelques exemples, mais tout ça a déjà été aussi illustré à travers le projet d'Andilly-les-Marais. Mais donc, on a l'exemple sur Mauges Communauté d'un méthaniseur qui s'appelle COP Verte, qui avait été financé en 2021 à hauteur de 4 millions d'euros par une plateforme participative d'Enerfip. Et c'est un projet qui, à terme, n'a pas fait l'objet d'opposition, alors même qu'on sait que la méthanisation, hein, comme l'éolien, c'est souvent des projets qui suscitent des oppositions. Voilà, vous pourrez aller creuser si ça vous intéresse. Parc solaire des Fories, pour les personnes qui étaient avec nous sur le précédent webinaire, on a eu le témoignage de l'élu qui nous a expliqué aussi comment le fait d'intégrer les habitants à la boucle et le fait qu'ils puissent bénéficier d'un tarif avantageux sur l'électricité, c'est quelque chose qui permet aussi une meilleure acceptabilité. Et enfin, sur un autre projet de méthanisation du côté de Saumur, pareil, ils avaient mis en place un comité de suivi avec tout au long à chaque réunion, pardon, de ce comité de suivi, de la présence d'habitants et de représentants des collectifs qui étaient systématiquement intégrés et qui prenaient part aux décisions. Voilà, quatrième étape, favoriser le dialogue territorial. Et donc, pour favoriser ce dialogue, il faut qu'il soit transparent et accessible, et vraiment transparent. Publier toutes les contributions aux réunions publiques, par exemple, sur un site internet, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est une manière de rendre le dialogue transparent. Proposer des locaux, même quand tout à l'heure on parlait des différentes manières de se positionner pour la collectivité, même si la collectivité n'est pas actrice ou productrice du projet, elle peut quand même mettre à disposition des locaux pour les porteurs et porteuses de projets et créer des espaces d'échange qui peuvent être conviviaux, potentiellement même informels, lors des événements festifs de la ville, en inaugurant le site, en le mettant en service. Et l'idée de maintenir un canal d'information un peu officiel pour informer régulièrement les habitants et habitantes sur l'avancée du projet, en amont et même après, une fois qu'il a déjà lieu. Ça peut être une rubrique dans le journal de la commune, ça peut être une newsletter dédiée, mais en tout cas, c'est un canal d'information qui est fiable et transparent de la part de la mairie ou de l'intercommunalité. Complètement. Et là, on vous a remis une illustration aussi d'un événement de convivialité qui s'appelait la Fête des éoliennes sur un parc éolien dans le Beaujolais vert. Ça illustre aussi ce qu'on a dit tout à l'heure, mais voilà, avec cette idée de proposer des visites guidées du parc, donc en lien avec l'association qui portait le projet. Buvettes tenues par le sceau des écoles, des stands d'information, mais aussi des jeux et une fanfare pour rendre tout ça très convivial. Et parfois, c'est aussi une manière voilà, de contourner un petit peu l'approche vraiment en réunion publique que de proposer des événements in situ sur site avec de la convivialité. Je passe à l'étape numéro 5. Ah non, pardon, un autre retour d'expérience. Ah oui, c'est aussi là un petit focus, l'idée d'organiser des ciné-débats, ce qui marche assez bien, qui peut être à l'initiative des communes et des collectivités de communes. Donc là aussi, c'est un exemple lyonnais avec la projection du film Le Compte à rebours, qui est un film en fait qui explique ce qu'est la transition énergétique et quels sont les objectifs qu'on doit atteindre collectivement en France. Et voilà, ça permet de sensibiliser vraiment là du grand public, hein, parce qu'on s'adresse à tout le monde. C'est souvent sur le territoire de la commune, donc ça permet aussi, dans une idée de proximité,
Ça ouvre le dialogue sur un terrain neutre et ça permet d'identifier aussi les acteurs en fonction de qui se rend ou non à cette projection. Étape numéro 5, créer un cadre d'échange pérenne. L'idée ici, c'est qu'on a réussi le dialogue sur le projet en question, mais on aimerait que ce cadre d'échange puisse durer dans le temps. Et pour ça, on a besoin un peu de le sanctuariser, de le rendre fiable dans tous les documents et toutes les réglementations, essentiellement de la commune. Pour ça, on peut se doter d'un guide d'insertion paysagère. On peut rédiger une charte de l'éolien, par exemple, et potentiellement la co-rédiger avec les habitants, les habitantes. On peut intégrer de nouvelles orientations d'aménagement et de programmation aux plans locaux d'urbanisme. On peut lancer un appel à manifestation d'intérêt pour pouvoir mettre en concurrence les développeurs et choisir le projet qui convient spécifiquement au contexte territorial et aux objectifs fixés dans les différents documents de programmation du territoire. Complètement. Et là aussi, donc un exemple sur la droite avec la charte citoyenne de l'éolien qui a été co-élaborée dans le Pays Vallée de la Sarthe, donc dans la Sarthe, comme son nom l'indique. Rapidement, pour vous résumer l'idée du projet, donc c'était en 2021, il y avait un parc éolien qui était en fonctionnement sur le territoire avec 4 éoliennes pour une production de 15 gigawattheures. Dans le PCAET, l'objectif de développement de l'éolien était 140 gigawattheures, donc cette idée de multiplier par 10 le nombre d'éoliennes. Et donc, pour ce faire, vu que l'éolien était un sujet un petit peu compliqué sur le territoire, ils ont eu cette idée de co-élaborer cette charte en constituant un panel citoyen. C'est-à-dire qu'il y a 30 personnes qui ont été tirées au sort sur le territoire. Donc, ils ont été appelés simplement au téléphone et on leur a demandé s'ils souhaitaient faire partie ou non de ce panel. Donc, il y avait quelques grands critères, hein, le fait qu'il y ait autant d'hommes que de femmes, qu'on recoupe toutes les catégories socio-professionnelles, tous les âges, etc. Et qui représente de manière homogène aussi l'ensemble des communes de la communauté de communes, qui n'avaient pas été élues dans les 5 dernières années, qui ne faisaient pas partie d'une association. Donc voilà, tout cet ensemble de critères. Et donc, on leur a proposé à ce panel citoyen des temps d'interconnaissance, de faire des lectures paysagères sur des sites éoliens, de se former sur le sujet aussi, et de participer à des ateliers de rédaction de la charte, et donc à l'issue duquel ils se sont mis d'accord sur de grands principes que les élus ont bien sûr signés et qui conditionnent maintenant l'implantation et la création de tout nouveaux parcs éoliens sur leur territoire. Et la dernière étape, numéro 6, confronter les points de vue si blocage il y a. Donc, sur cette 6e étape qu'on essaie d'éviter, mais qui a quand même lieu de temps en temps, l'idée, c'est de pouvoir faire face à différents types de conflits territoriaux et pouvoir communiquer différemment en fonction de la cible qu'on a en face de soi. Par exemple, auprès des habitants et des habitantes, les élus ont un besoin de maintenir le dialogue et la transmission d'informations, même quand ce dialogue est compliqué. L'idée de ne pas se braquer face aux personnes qui sont peut-être énervées ou dans une position conflictuelle. Et justement, face à ces opposants, le fait de transmettre des informations neutres et sûres et vérifiées sur le projet, de documenter potentiellement les idées reçues ou les mythes, ou de répondre à leurs questions qui peuvent également être tout à fait correctes. Ils peuvent avoir raison aussi. Et en tout cas, donner cette place pour pouvoir laisser tout le monde s'exprimer. C'est important aussi de potentiellement soutenir le ou les porteurs de projet en peut-être construisant une feuille de route de communication avec eux et potentiellement le faire en avance, en amont du blocage, prévoir au cas où il y aurait un blocage. Et dans tous les cas, se rappeler qu'on peut s'appuyer sur les structures, ça peut être autant l'ADEME que GRDF, qui ont l'habitude d'avoir à gérer ce genre de blocage et qui peuvent également être des ressources dans ces situations. Ouais, GRDF, Enedis, etc. En fait, souvent, la première réaction pour les élus, ce qui est aussi normal, c'est de se désinvestir d'un projet hein, quand on fait face à cette opposition. Le risque, c'est qu'en en restant à l'écart, on perde un peu l'initiative des échanges et qu'on n'ait plus cette capacité à porter la voix du territoire. Et là, il y a un exemple aussi sur la droite qui illustre un projet sur lequel en fait, des opposants ont utilisé aussi l'opposition à un projet comme moyen finalement de jouer sur la politique locale. Mais bon, tout ça est
et était dans un contexte bien précis. Juste vous rappeler aussi que souvent, avant d'arriver au conflit, on a des premiers signes qui peuvent nous alerter, hein. Souvent, dans les premières communications autour du projet, ben, on va essayer de percevoir s'il y a des craintes des habitants, des riverains. Ensuite, il y a toute cette phase de recherche d'informations où souvent, si on n'offre pas un interlocuteur à ses opposants, bah, ils vont s'auto-former sur le sujet et parfois pas de la bonne manière. Ensuite, ils vont chercher à rechercher de la visibilité, donc ils peuvent distribuer des tracts, voilà, faire un peu se rendre présent dans l'espace public, rechercher de la légitimité. Donc souvent, et là, ils vont commencer à se structurer en collectif et en association. Ensuite, rechercher des soutiens. Donc là, ça s'adresse souvent aux élus, aux journaux, etc. Et c'est voilà, après, à ce stade, où on bascule vers ce qu'on appelle vraiment le conflit. Mais tout ça est aussi une transition vers la partie suivante, et donc le témoignage de Sirena. Donc on va donner la parole tout de suite à Colin. Et donc pour vous dire que vous n'êtes vraiment pas seul, hein, face à tout ça, face à cette boîte à outils et face à toutes ces étapes, et qu'il y a des acteurs sur votre territoire en local qui sont là pour vous accompagner et vous prêter main forte. Colin, est-ce que tu es avec nous? Ouais, je suis là. Super, et bien la parole est à toi. Je te laisse le micro. Merci beaucoup. Merci Auxilia pour l'organisation. Merci le SD24 pour l'invitation. Enchanté. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Colin. Je suis salarié de l'association Sirena, qui est le réseau régional des projets citoyens en Nouvelle-Aquitaine, donc échelle régionale, qui existe depuis 2018 et qui se considère comme un accélérateur de la transition énergétique citoyenne. C'est vraiment le mot citoyenne qui est important. Nous, on veut une transition énergétique, mais on veut que ce soit fait en priorité par les citoyens. On est 6 salariés maintenant, pas mal augmenté ces dernières années. Et sur nos missions, on en compte 6. Donc en premier lieu, à gauche, l'émergence de nouveaux collectifs citoyens. Vous avez vu des exemples avec Enersip, notamment au dernier webinaire, qui fait partie du réseau Sirena. La COPEC, qui a porté le projet Andy-les-Marais, fait partie du réseau Sirena. Et nous, on est là pour faire émerger de nouveaux collectifs citoyens sur les territoires. La promotion des énergies citoyennes, c'est tout ce qui est parler de ce montage de projet un peu atypique et essayer de le répliquer autant que possible. L'animation de la vie du réseau, c'est faire des événements à la fois en ligne et en présentiel pour nos adhérents. Contribution aux politiques énergétiques des territoires. On va aider les collectivités, notamment dans ce qui est rédaction de PCAET et schéma d'énergie, avec toujours cette idée de favoriser l'implication des citoyens dans les décisions et dans les politiques territoriales. L'accompagnement des acteurs locaux et de leurs projets en cours. C'est une grosse partie de notre temps de travail. Ça va être aider tous ces porteurs de projets à développer des initiatives citoyennes. Et en bas, la mission Les Générateurs, qui est un peu particulière, j'y reviens sur les slides d'après, qui permet de conseiller les collectivités. Un mot sur les financeurs, l'ADEME et la région Nouvelle-Aquitaine, qui nous financent à hauteur de 80%. Donc on a une grosse part de services publics, où on va aller vraiment faire de l'accompagnement gratuit initialement, des événements publics pour promouvoir les énergies citoyennes. Et un mot sur nos fondateurs, Enercop Nouvelle-Aquitaine, qui est intervenu au webinaire précédent, me semble-t-il, et l'association À nous l'énergie, la même qui a beaucoup aidé le projet d'Andy-les-Marais, qui était là avant nous et qui porte les mêmes missions, mais autour de La Rochelle, en Charente-Maritime. Donc ils se sont dit que ce serait bien d'avoir une structure régionale, et ils ont aidé à créer Sirena. Sur les générateurs, alors c'est un réseau de conseillers à échelle régionale qui sont aussi financés par l'ADEME et par la région, et qui vont vous aider sur non seulement les projets citoyens, mais sur aussi tout type de projet, tant que c'est des projets éoliens et photovoltaïques. Donc ils sont là pour donner des conseils neutres, gratuits et indépendants, vraiment pour aider les élus et les techniciens dans le développement des projets, pour les former sur l'éolien, les former sur le photovoltaïque, expliquer les différents montages de projets, aider dans la concertation par exemple, ou la rédaction d'AMI. C'est une ressource très précieuse. Vraiment, je recommande d'y faire appel, pour notamment parfois aux communes ou aux EPCI ruraux qui n'ont pas l'ingénierie interne à disposition. C'est vraiment le but de ces conseillers, de vous aider dans les projets. Les missions en détail, structurer et communiquer sur l'offre de conseils photovoltaïque et éolien. Appuyer les élus dans leur rôle de facilitateur lorsqu'un projet est initié par un développeur. Donc là aussi, vous pouvez faire appel à eux quand il y a un développeur qui arrive sur le territoire et que vous ne savez pas trop comment réagir. Les générateurs peuvent vous aider à mieux comprendre leur offre, à
mieux savoir comment vous impliquer dans le projet et en tirer profit. Et ensuite, appuyer les élus qui souhaitent développer un projet, par exemple stratégie territoriale ou développement de projet. Ils font aussi des visites de sites, des webinaires, tout ce qui peut aider les élus et les techniciens dans leur projet. En Nouvelle-Aquitaine, ce réseau de conseillers a la particularité d'être porté par 3 structures, donc Sirena et le référent en Dordogne notamment, et sur le sud de la région, l'ALEC 33 sur la Gironde et le CRER plutôt au nord de la région, sur le Poitou-Charentes et le Limousin. Donc si vous avez envie de contacter ce réseau et d'y faire appel, vous avez le parcours des élus qui explique la démarche à suivre. Plusieurs collectivités de Dordogne y ont fait appel. De mémoire, communauté de communes d'Homme-Villefranche, communauté de communes Périgord-Nontronay, aussi communauté de communes Isloux, Auvézère, Périgord. Donc n'hésitez pas à faire comme eux et à faire appel au réseau. Tu peux faire passer. Je reviens sur la partie énergie citoyenne, qui est celle que je maîtrise mieux. Il faut savoir qu'en France, il y a un réseau national qui s'appelle Énergie partagée, qui fédère tous les acteurs de l'énergie citoyenne à échelle nationale, et que chaque région de France a son réseau régional. Donc Sirena en Nouvelle-Aquitaine, mais il y a l'équivalent dans chaque région de France. C'est très bien structuré, tout le territoire est couvert, et on interagit beaucoup avec les autres régions, notamment pour savoir ce qui se passe ailleurs et essayer d'apprendre les bonnes pratiques. Et je vais expliquer plus en détail ce que c'est qu'un projet citoyen, puisque pour nous, la meilleure concertation possible, c'est d'avoir un projet citoyen dans lequel les acteurs locaux sont directement impliqués. Et pour ça, il faut bien faire la différence entre projet participatif et projet citoyen. Le projet participatif, on va avoir l'implication des acteurs locaux uniquement dans le financement du projet, qui donnera lieu à de la rémunération. Mais le projet aura déjà été décidé, déjà développé. Vous aurez aucun poids dans les décisions, ce que nous, à Sirena, on trouve un peu dommage. Et là où les développeurs vont vous le vendre comme un projet de territoire, nous, on trouve que c'est quand même assez limité. Et nous, le modèle qu'on défend, c'est le modèle de droite, le projet citoyen, où là, on va avoir une participation des acteurs locaux, donc citoyens et collectivités, à la fois au financement, mais aussi à la gouvernance du projet dès la phase de développement. Donc il y aura un poids dans les décisions, il y aura une participation au capital, un partage du risque, et c'est vraiment ce modèle-là que nous, on défend. Pour bien cadrer ce qu'est un projet citoyen, Énergie partagée, donc au niveau national, a rédigé une charte et a défini 4 grands piliers que doit respecter un projet citoyen. Donc l'ancrage local, vraiment la notion au cœur des projets citoyens, c'est que les acteurs locaux décident et contrôlent le projet. La gouvernance ouverte, donc les sociétés citoyennes sont des coopératives avec un système démocratique et transparent. Donc sur le principe une personne égale une voix et une ouverture à toute personne intéressée. L'exigence écologique, bien évidemment, là où les développeurs vont uniquement respecter les obligations légales, les projets citoyens vont souvent plus loin et vont faire particulièrement attention aux enjeux du territoire en termes de biodiversité et de paysage. Et la démarche non spéculative, un autre pilier de l'énergie citoyenne, c'est de ne pas rechercher du bénéfice, mais vraiment de faire ça au bénéfice du territoire et de réinvestir dans de nouveaux projets ou des actions de sensibilisation ou de maîtrise de l'énergie, comme a fait la COPEC. En quelques mots, projet maîtrisé, financé et gouverné par les acteurs locaux. C'est vraiment ça la définition. Et le label énergie partagée, qui permet de passer en commission pour faire examiner votre projet et garantir la démarche citoyenne. Sur les avantages d'un projet citoyen, donc une meilleure adhésion au projet, c'est assez évident, mais le fait de faire participer les acteurs locaux, ça permet de mieux faire accepter le projet, comme on l'a vu pour le parc éolien d'Andilly. Là où les développeurs privés vont souvent monter le projet dans leur coin et ensuite informer, parfois au compte-gouttes, les habitants et les élus, le projet citoyen va être totalement transparent et va être monté par les acteurs du territoire, par les habitants. Donc l'acceptation est toujours beaucoup plus facile, et ce qui permet de sortir des projets plus rapidement, comme on l'a vu. La démocratie locale, donc là encore j'insiste sur le côté gestion décentralisée, que ne soit pas décidé par des acteurs extérieurs, mais que ce soit les acteurs du territoire qui décident des paramètres du projet. Fondamental. Les ressources économiques, ça a été étudié via Énergie partagée qu'un projet citoyen a de meilleures retombées pour le territoire qu'un projet privé, notamment via le retour sur investissement et les retombées économiques des prestataires locaux.
là où dans un projet privé, les bénéfices vont échapper au territoire et partir on ne sait où. La protection du climat, euh, évidemment. Et dernier sujet, l'éducation populaire, qui à nos yeux est très importante. Ça va être tout ce qui est montée en compétences et apprentissage des gens qui participent au projet. Donc on a vu des collectifs citoyens qui s'impliquent dans des projets solaires, des projets éoliens et qui deviennent experts du sujet et qui par la suite développent d'autres projets plus rapidement, s'impliquent dans les politiques énergétiques du territoire et vont aller former le reste des habitants à ces sujets fondamentaux. J'insiste sur l'implication possible de la collectivité. Donc il faut savoir qu'un projet citoyen a souvent besoin du soutien de la collectivité pour voir le jour, avec différents rôles possibles sur le même modèle qu'avait expliqué Auxilia tout à l'heure. Le rôle facilitateur, donc avec une mise en relation des acteurs, un recueil et mise à disposition de données territorialisées, notamment les cadastres solaires et les zones d'accélération, qui peuvent faciliter la recherche d'un projet. Le soutien à l'obtention des autorisations administratives, la mise à disposition de salles de réunion et d'outils de communication. Les collectifs citoyens sont souvent portés par des bénévoles et ils ont beaucoup besoin de soutien à ce niveau-là. En deuxième lieu, un rôle plus contributeur, le soutien à l'organisation de la concertation par exemple, qui va être mené par le collectif citoyen avec le soutien de la collectivité. La mise en place d'un fonds de garantie éventuellement, l'octroi de subventions si c'est possible. Et autre élément très important, la mise à disposition du foncier communal ou acquisition de foncier. On a beaucoup de projets citoyens qui commencent par des bâtiments communaux, notamment pour du solaire, comme c'était le cas d'Enercip sur la salle des fêtes de Saint-André-à-Las, ou je pense à Solévent sur la métropole bordelaise qui ont solarisé des écoles et qui en sont à leur huitième ou neuvième école solarisée. Le côté planificateur, avec plutôt des documents structurants qui vont venir encadrer le développement des énergies renouvelables, tout ce qui est PCAET, schéma des énergies ou des chartes de développement, ou la modification d'un PLU pour faciliter le développement des projets. Dernier lieu, le rôle investisseur-financeur. Il faut savoir qu'une collectivité peut participer au capital des sociétés citoyennes depuis la loi Transition écologique pour la croissance verte. Donc si une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, apparaît sur votre territoire, la collectivité peut devenir sociétaire. Et c'est le cas de l'immense majorité des sociétés citoyennes qui ont le soutien direct de leur collectivité. Ou financer un accompagnement de Sirena pour l'émergence d'un collectif citoyen sur le territoire. C'est possible aussi. Un mot sur la carte des projets citoyens, donc disponible sur le site d'énergie partagée. C'est l'ensemble des initiatives en France, avec des répartitions inégales par région. Certaines régions ont pris de l'avance par rapport à nous, mais on essaye de rattraper ce retard. En Nouvelle-Aquitaine, on a une trentaine de projets citoyens maintenant, à différentes étapes. Il y en a qui ont des gros projets développés, il y en a qui ont des petits projets toiture solaire développés, il y en a qui sont en train de développer leur premier projet. Sur la Dordogne, on a Enercip, donc du côté du Sarladé, qui ont 2 toitures solaires. Il y a Eclas, qui est une association du côté de Limeuil, qui cherche un premier projet à développer. Et on a des émergences de dynamique dans le nord du département. À Saint-Pierre-de-Frugy, on a une association qui est adhérente à Sirena. Du côté de Brantôme, la communauté de communes Rhône-et-Belle avait fait appel à Sirena pour l'émergence d'un collectif. Bref, il se passe des choses, donc n'hésitez pas à rejoindre cette dynamique citoyenne. Et ensuite, je vous ai mis des exemples de projets, me semble-t-il. Fabrica Watt, qui est société citoyenne du côté de Grand Angoulême, et qui a émergé grâce à des adhérents de Charente Nature, qui était une association départementale plutôt orientée biodiversité, et qui se sont dit que ce serait intéressant de participer aussi aux énergies renouvelables, un accompagnement de Sirena et le soutien du Grand Angoulême, et qui à ce jour compte 300 sociétaires. Donc c'est le principe des sociétés citoyennes, c'est que n'importe qui peut rejoindre, devenir sociétaire en prenant des parts de capital. Et grâce à ce capital, la société va développer des projets. Et ils ont un premier projet développé sur un gymnase sur la commune de Rueil-sur-Touvre, d'une puissance de 192 kW crête. Donc pour le coup, un projet assez conséquent. Et ensuite, je vous ai remis des éléments sur le projet d'Andy-les-Marais, puisque je ne savais pas exactement de quoi allait parler Monsieur Fagot. On peut revenir rapidement. Tu peux avancer, on a déjà vu cette photo. Et oui, je voulais insister sur la couverture médiatique.
qui est un élément très très important à mes yeux. On a l'habitude de voir des articles de presse sur l'éolien pas toujours flatteurs, alors que dans ce cas-là, du fait de la participation citoyenne et du soutien des collectivités, on a des titres de presse qui sont des exemples, des éoliennes sans vent contraire par Sud-Ouest, Le Parisien qui a titré Ici les éoliennes sont les bienvenues, La Charente Libre qui a mis les éoliennes géantes accueillies à bras ouverts. Enfin bref, c'est vraiment le jour et la nuit entre ce qu'on a l'habitude de voir. Et des reportages télévisés également. Le fait d'avoir le portage citoyen a lancé une dynamique médiatique assez folle. Et ça fait effet boule de neige. J'ai eu un premier article, je sais plus, de Sud-Ouest, je crois, et tous les journaux se sont jetés sur le projet. Et la COPEC a eu du mal à répondre à toutes les demandes. Et ça a mis en valeur aussi la commune d'Andy-les-Marais, qui se font, j'irais presque jusqu'à dire harceler pour des retours d'expérience et des témoignages. Je remets quelques éléments sur le côté citoyen du projet. Donc, on a déjà vu que c'était une gouvernance partagée, financement ouvert aux citoyens, des retombées sur le territoire d'accueil, la mutualisation des loyers, le comité de suivi, les ateliers d'habitants et la grande transparence. Donc, tout a déjà été dit. Tu peux passer. Le côté vitrine des projets citoyens. Sirena a organisé 2 visites du parc pour élus et techniciens de collectivité notamment. La première en juin dernier qui a rassemblé 70 personnes. Et la deuxième, pas plus tard que vendredi dernier, qui était une session de rattrapage un peu et on avait une vingtaine de personnes. Donc des gens très intéressés pour ce type de projet et qui aimeraient le répéter sur leur territoire éventuellement. Le côté travaux d'économie d'énergie, les retours sur investissement. Donc les habitants et les collectivités ont pu ouvrir des comptes courants d'associés en plus d'être sociétaires de la coopérative et de mettre de l'argent contre rémunération. Ce qui n'a pas été dit, c'est que la COPEC, donc la coopérative citoyenne, suite au développement du parc éolien, travaille sur 2 projets de parcs solaires, un sur la commune d'Andy-les-Marais et un sur la commune de Maran, qui sont des parcs solaires assez importants, puissance 1 MW crête et 3 MW crête. Donc, autre avantage des sociétés citoyennes, c'est de non seulement porter un premier projet, mais ensuite d'avoir un acteur du territoire spécialisé sur ces questions pour porter d'autres projets ou participer au développement pour des plus gros projets en co-développement. Et la création d'un emploi, la COPEC, grâce aux retombées du parc, a pu salarier un coordinateur qui s'occupe maintenant de la gestion. Et je finis là-dessus. Vous avez le contact de Sirena si vous voulez plus d'informations. Merci. Merci beaucoup, Colin. C'était vraiment très très clair et très complet. Peut-être dans le temps qui nous reste, on avait prévu 5 minutes pour un petit temps d'échange et de questions-réponses. Il serait intéressant de savoir si vous, sur vos territoires, vous avez peut-être d'ores et déjà mobilisé un accompagnement de Sirena ou des générateurs, si vous êtes impliqué dans ce type de projet citoyen. N'hésitez pas à voilà, nous partager si vous avez eu des difficultés ou à l'inverse, si vous avez des projets exemplaires comme le parc d'Andy. Voilà, c'est toujours intéressant de connaître les projets sur le département et de pouvoir échanger. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre la parole directement ou à nous poser des questions dans le fil des discussions. Peut-être une petite question Ouais. sur la mobilisation des citoyens et même en général de tous les acteurs du territoire. Est-ce qu'il y a toujours possibilité, je reviens du coup à la boucle que vous nous avez présentée dans la boîte à outils, euh, si on a un blocage avant même qu'un projet soit partagé ou démarre, est-ce qu'il y a possibilité de le lever et quels peuvent être les outils pour justement lever ce blocage? Parce qu'on a pas mal de projets qui ne voient pas le jour dans la mesure où en fait on est déjà sur un climat où on va être contre et on a des assos, peut-être que M. Kemer pourra en parler tout à l'heure, sont déjà structurés pour empêcher tout projet d'avancer. Et on se retrouve avec cette complexité-là, notamment dans tout ce qui est consultation du public dans des documents comme les PCAET. Là, on te laisse peut-être répondre avec Ouais. l'expérience de terrain. Alors effectivement, s'il y a déjà de l'opposition Ouais. structurée, ça facilite pas le projet. On est d'accord.
L'idéal, c'est d'avoir un territoire, je dirais, neutre, ou globalement avec de l'opposition éventuelle, mais pas structurée. Et là où le projet citoyen va avoir de l'intérêt, c'est qu'on va co-construire le développement depuis l'émergence, depuis les premières idées, avec l'ensemble des acteurs. Donc, comme l'a dit Monsieur Fago, les opposants sont les bienvenus dans les ateliers de concertation et leurs avis vont être écoutés. Là où des développeurs ne vont pas forcément les mettre autour de table et vont plutôt les éviter pour avoir des ateliers de concertation plus faciles à mener. Mais le projet citoyen veut vraiment faire cet effort de consulter et concerter tout le monde pour un projet qui fasse l'accord de tous. Oui, mais enfin bon, Jean-Michel Kéméré, donc moi, je vais y répondre. Bon, monsieur Colaireau, ben, je fais partie de la CCI Lab, donc vous êtes, Mhm. vous nous avez cité tout à l'heure. Nous avons vraiment une association c'est vrai que j'ai pas hésité à traiter d'intégriste parce qu'ils sont vraiment contre tous les Mhm. projets photovoltaïques sur la Dordogne et ils se déplacent beaucoup. Je veux dire parce Mhm. il y a un projet à Lannoy, il y a le projet chez nous sur l'ancien COS, l'ancien terrain militaire sur 11 hectares de panneaux et 30 hectares de périphérie. Et ils sont vraiment arc-boutés contre. On peut rien leur Mhm. proposer, on peut rien faire. Alors que la Q-Energy, qui est notre développeur, les a rencontrés à plusieurs reprises, ils ont expliqué le cheminement, ils ont expliqué tout. Non, le seul motif qu'ils ont, enfin le seul leitmotiv qu'ils ont, c'est le photovoltaïque sur les toits, pas dans les bois. Donc, moi, j'avais un peu calculé qu'il faudrait, pour un projet de 11 hectares, il faudrait plus de 2200 habitations pour le réaliser, ce qui paraît Mhm. énorme. Et là, sur le terrain qui se fait, donc je vous ai dit que c'est un ancien clan militaire, c'est un COS. Donc, les arbres, ils ont plus de 30 ans, mais ils ne font pas plus de 12 cm de diamètre. Ça pousse pas. Mhm. C'est pas des bois remarquables, ce n'est rien. D'autre part, le projet sera complètement invisible puisqu'il se situe à l'intérieur de notre terrain qui fait 410 hectares. Il sera complètement invisible à la vue, donc ça gêne personne. C'est vraiment s'opposer pour s'opposer. Mhm. Là, on a un bon, comme j'avais marqué dans mon petit mot tout à l'heure, on a un autre projet, un autre problème aussi, c'est que ce terrain, il y a de la pollution pyrotechnique, c'est-à-dire que l'armée nous l'a vendu sans être complètement dépollué. Actuellement, on a mis l'armée, enfin le ministère de la Défense, au tribunal administratif. On attend toujours les retombées. En défense, ils avaient marqué qu'ils nous avaient vendu ce terrain uniquement des sentiers, pour des sentiers de randonnée, mais sans faire de projet quoi que ce soit. Alors qu'on a trouvé, heureusement, on a trouvé quand même une étude que l'armée avait payée avec le cabinet détente pour voir les projets qui pouvaient se faire sur ce COS, vu que ça nous coûterait plus d'argent que ça nous en rapporterait. Et là, ils avaient franchement, sur l'étude, il y a même un projet d'éoliennes, 6 éoliennes. Enfin, il y a des petits villages et tout ça, donc il ne faut pas qu'ils nous disent que c'est uniquement pour des sentiers de randonnée. Nous avons transmis ces informations à notre avocat, qui, bien sûr, s'en chargeait. La semaine dernière, il y a 2 personnes qui sont venues du cabinet, peut-être Bétarac, je ne sais plus lequel, pour refaire des sondages sur le COS pour voir où étaient les munitions et tout ça, parce que c'est les munitions. Bon, là, le camp, il date des années 60. Mais ces munitions-là, ils ont été tirées en 39-40 par l'armée de Vichy. Donc, vous voyez, ça remonte pas, ça remonte à loin. Et il y a, bon, ben, en principe, c'est explosé, mais il y a toujours des risques, bien sûr, qu'il y a des obus non explosés et tout ça. Donc on en est là, on attend, mais je vous dis, c'est nous une fois que le blocage de la pyrotechnie sera levé, j'espère, on aura toujours le blocage de l'association. Mhm. Voilà. Et c'est problématique parce que dans le dimensionnement des objectifs du PCAET sur toute la Comcom, c'était un projet assez structurant et du coup qui permettait de couvrir une partie de la consommation du territoire. Et en fait, si on ne peut pas compter sur un projet comme ça va être beaucoup plus difficile d'atteindre ces objectifs-là. Ça couvre, oui, 12 000 habitants, donc la communauté de communes en fait 14 000, donc voilà, ça couvrait pratiquement l'intégralité. Et c'est vrai qu'en plus bon, de faire de la production d'énergie renouvelable,
sans production de carbone ni quoi que ce soit, c'était quand même intéressant. Et une autre chose intéressante pour notre communauté de communes, vu que les datations de l'État baissent en permanence, Mm. c'est quand même un revenu de 220 000 euros par an. C'est pas négligeable pour faire des investissements sur notre territoire. Colin, est-ce que tu souhaiterais réagir? Oui, effectivement, j'avais eu des retours de ma collègue qui était intervenue à la réunion publique. Ce n'était pas un contexte facile et que les opposants étaient très virulents. Euh, Alors qu'ils ne sont pas nombreux. Oui, oui, oui. Bah, c'est souvent ça le problème, c'est qu'il y a... les opposants Facile de sont peu s'organiser. nombreux, mais sont ceux qui parlent le plus fort et qui font le plus de bruit. Donc bah, nous, enfin, là, on va faire émerger des collectifs citoyens. Idéalement, on part de aucun projet. On forme un groupe d'habitants sur les énergies renouvelables en général, mais on les forme pour développer des projets et pas contre des projets qui sont déjà en cours de développement ou déjà développés. Donc ça permet de partir d'un terreau un peu neutre et de former ses habitants au montage citoyen qui souvent est beaucoup mieux accepté, donc qui pourrait éventuellement faire adhérer une partie du territoire et idéalement essayer de, de faire adhérer les opposants à un projet éventuellement plus petit ou sur une partie où vraiment il y a des enjeux biodiversité minimes. Mais j'ai déjà traité avec des opposants de ce type et effectivement c'est tout de suite fermé. On peut pas trop discuter avec ces gens-là, je sais. Donc moi je recommande la création d'un collectif citoyen pour justement traiter ces sujets et avoir une vision beaucoup plus ouverte sur les énergies renouvelables pour essayer d'avancer là où des opposants seront bloquants et non raisonnables. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse, Colin. Je me permets voilà, d'avancer parce qu'on arrive à la fin de notre timing. Merci beaucoup, Monsieur Kéméré, pour le partage de ce retour d'expérience et voilà, on espère que vous aurez un déblocage de situation prochainement. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à échanger avec Sirena et l'USDE. Et pour conclure, juste avant de se quitter, on voulait donner la parole à Jérémy Norguet pour voilà, conclure sur cette série de webinaires. On va essayer de faire vite pour rester dans les clous. Euh, Déjà, merci à tous les intervenants euh, d'aujourd'hui et des précédents webinaires et à tous les participants. Les replays seront disponibles sur les différents sites du syndicat et on vous remettra les liens aussi dans une communication prochaine avec les supports, bien entendu. On conclut cette série de webinaires et de notre côté, sur le schéma directeur, on a eu un comité technique la semaine dernière qui nous a permis de définir avec l'ensemble des partenaires experts les différents paramétrages qu'on va utiliser pour la partie scénarisation. Donc, on lance en ce moment la partie exploration des différents futurs consommations et productions pour essayer de les concilier et d'envisager les différents impacts que cela va avoir sur les développements à venir sur les réseaux de distribution d'énergie. J'ai essayé de faire court, il est midi une, on n'est pas trop mal. Je vous remercie encore une fois, je remercie Auxilia qui nous a accompagnés sur cette série de webinaires et je vous souhaite à toutes et tous une très belle après-midi. Les gars, merci Jérémy et je me joins à ces remerciements. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour échanger de nouveau sur les énergies renouvelables. Merci, bonne journée, au revoir. Bonne Au journée. revoir.